Je suis en pleine expatriation en direction le Maroc depuis la Belgique. Et un déménagement dans le cadre d'une expatriation, ça permet vraiment de faire un gros tri parce que forcément tu vas emporter le moins possible avec toi et ça permet de faire remonter pas mal d'émotions. Là, je tombe sur quoi? Je tombe sur mon contrat revenu d'intégration du CPS en Belgique. Donc c'est vraiment les aides sociales. J'avais pu en bénéficier quand j'étais étudiant. C'est ce qui m'a permis d'aller à l'université. Donc tout ça pour dire que oui, on quitte la Belgique parce que on quitte l'Europe parce qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles on n'est pas aligné, que je pense que pour un entrepreneur, c'est pas un bon pays et que je me sens pas aidé, je me sens pas supporté, que j'arrive pas à trouver un bon équilibre, etc. On n'en oublie pas pour autant là d'où on vient et ce que ce pays a pu aussi nous apporter parce que je suis bien conscient que dans beaucoup de pays, ça coûte des dizaines de milliers d'euros pour étudier. Et ici, j'avais droit à une bourse, j'avais le droit à un revenu d'intégration sociale, le droit d'entrée, je le payais pas, je pense, ou je payais très peu. Donc tout ça, on n'oublie pas et on est reconnaissant pour ça. Mais ça me permet aussi, par la même occasion, de me souvenir du chemin parcouru. Ce papier faire sortir des émotions parce que je me souviens de la joie et du sentiment Voilà, j'avais vraiment relâché la pression quand j'avais reçu la décision favorable. Parce qu'à cette époque-là, j'étais en train de me dire, ouais, imagine, il me le donne pas, imagine, je rentre pas dans les conditions. Tout simplement parce que je me rendais même pas compte à quel point on était dans la haisse, en fait. Je me rendais même pas compte que sur leur grille de rémunération, on était tout en bas, il n'y avait rien en dessous de nous. Donc d'office, j'ai vite compris au fur et à mesure que j'entreprenais des démarches pour mes études, etc., pour avoir des bourses, des financements et autres, que de toute façon, si moi j'avais droit, en gros, personne n'y avait droit. J'étais tout en bas. J'étais tout en bas, on gagnait le moins possible. Il n'y avait pas moyen de gagner moins, sinon tu es à la rue. Pour autant, j'ai réussi, j'ai fait mes études, j'ai trouvé un bon taf, j'ai fait des belles choses là-bas. Après, je me suis lancé à mon compte. Aujourd'hui, j'ai ma société, ça fait 6 ans. Dès la première année, j'ai fait plus de 6 chiffres. Mon chiffre d'affaires, il n'a pas arrêté d'augmenter. Quand tu prends un petit peu ce recul et que tu regardes le parcours, tu te dis, ah ouais, des fois, on est tellement fast, on a tellement la tête dans le guidon, on va tellement tout droit très vite qu'on ne prend pas le temps de juste apprécier et réfléchir sur ça. C'est quand même un sacré parcours. Et si la version de moi-même aujourd'hui, là où je suis dans la vie, avait été voir ce jeune gars à l'époque pour lui dire ce qu'il arrivera à faire, jamais j'y aurais cru. Donc c'est aussi un petit moment de reconnaissance et d'appréciation et je pense que c'est aussi une des raisons du départ. Ici, on a tellement de pression, tout va tellement très vite. Oui, il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais il y a tellement d'argent qui sort quand tu es indépendant que finalement, tu es toujours dans une intensité folle et que tu prends jamais le temps. Tu prends jamais le temps pour rien, il n'y a pas d'équilibre et t'en viens à en oublier ces choses-là et la reconnaissance est aussi une des clés du bonheur et une des raisons pour lesquelles moi, je me mets aujourd'hui sur les réseaux et je vais faire ce type de vidéo. C'est pour montrer aux gens qui me ressemblent, aux gens qui pourraient s'identifier à moi que c'est possible et que tu peux le faire de la bonne manière, avec un business éthique. Et je peux te partager ce que moi, si j'avais dû refaire les choses comme moi j'aurais fait, par exemple, pas sûr que je serais allé à l'université, je pense pas que ça m'ait vraiment aidé. C'est en fait la principale motivation que j'ai à faire ces vidéos. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes dans des situations comme celle-là, que vous voulez avoir des retours d'expérience sur mon parcours, sur comment j'ai fait, etc., vous dirigez, n'hésitez pas, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le recrutement, c'est mon business à l'heure actuelle. Donc si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Ça c'est clairement la partie que j'aime le moins, ça me rend ouf. Franchement, je comprends tous les gens qui sont dans un délire, moi aussi ça m'a toujours beaucoup parlé, le délire un peu minimaliste parce que tu te rends compte que tu possèdes beaucoup trop de trucs qui te servent à rien. J'ai une tonne de trucs, alors ici c'est mon matériel. Donc là par contre c'est super important, je vais faire attention. Bien emballer tout ça pour le transport. Mais là, si je vais ici, là, j'ai plein de papiers, plein de cartons, plein de trucs vraiment un petit peu inutiles que j'ai jamais utilisés, dont j'avais oublié l'existence et je dois trier tout ça. Ça me rend dingue. Ce qui est bien, c'est que vu le prix, et je reviendrai sur ça, je vous expliquerai comment ça fonctionne, mais vu le prix du transport vers le Maroc, honnêtement, ça t'encourage à prendre le moins possible. C'est ce que je suis en train de faire là. Je vais envoyer le maximum à la déchetterie. Je vais prendre le moins possible avec moi. Ça coûte très cher. Puis une des raisons aussi pour laquelle moi je déménage, enfin que je m'expatrie, que je vais à l'étranger, c'est parce que j'ai envie d'être en mouvement, j'ai envie de me sentir libre. Et donc j'ai pas envie de me sentir fixé par des objets que je possède.
Je pense que le matériel, à partir d'un certain moment donné, ça t'emprisonne et là on est vraiment dedans. Si jamais tu as vraiment beaucoup d'affaires à déménager, ben forcément c'est une opportunité. Si tu as envie de changer d'air, ben c'est beaucoup plus difficile à faire parce que tu penses directement au carton que tu as à faire. Tu penses au déménagement, tu penses au transport, tu penses aux coûts. Et on ne sait pas encore de quoi sera fait demain. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on sera dans un autre pays, on sera dans le même pays mais dans une autre ville. Là on part vraiment à la découverte, à l'aventure. Donc je veux vraiment liquider le plus possible et avoir le moins avec nous. Et en plus de ça, même émotionnellement, tu te rends compte que c'est quelque chose de déménager. Ça me fait marrer parce que je retombe sur des trucs vraiment. Mon premier contrat en tant qu'indépendant, premier client que j'ai trouvé, merci Trésor, c'est lui qui m'avait mis en contact avec eux. Ça me fait penser, ça fait remarquer quelque chose parce qu'il y a un truc qui me rend vraiment dingue les gars, surtout pour ceux qui sont indépendants. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous passez votre temps à signer des contrats sans les revoir et sans les négocier et vous seriez vraiment choqué de voir que quelquefois il y a des dingueries qui sont tellement pas à votre avantage, qui vous mettent vraiment à risque. Un contrat, c'est fait pourquoi? C'est fait pour protéger celui qui l'a rédigé. Donc à partir du moment où le contrat devient du client, lui il l'a mis forcément pour qu'il soit en sa faveur. Il a même exagéré. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que potentiellement tu négocies. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont même pas la conscience que c'est une possibilité de négocier. Ils pensent qu'un contrat c'est quelque chose qui, t'as pas le choix, c'est les conditions, si tu veux l'opportunité tu dois le signer. Non les gars, évidemment que tu peux négocier et tu dois négocier. Comme vous voyez ici, je vais vous montrer, j'ai vraiment toutes les annotations à chaque fois, je l'ai vraiment partout. C'est super important. Et peut-être que tout va pas passer, mais en tous les cas, que ce soit au niveau des termes, au niveau des délais de paiement, que ce soit au niveau des responsabilités, que ce soit au niveau des clauses qui permettent de terminer un contrat de collaboration, quelquefois vous avez des choses extrêmement vagues. Par exemple, on va vous parler d'une faute grave, mais c'est quoi une faute grave? Ici vous êtes indépendant maintenant, vous n'êtes plus des employés. Ça veut dire que la faute grave elle n'est pas déterminée par le code du travail. La faute grave elle peut être subjective. Donc si jamais c'est pas listé, s'il n'y a pas des exemples, si c'est pas précisé, ben là c'est une porte ouverte pour que le client qui a simplement envie de se débarrasser de toi parce qu'il n'a pas de budget, il trouve une excuse quelconque pour dire ok, ça va être une faute grave, on va terminer le contrat du jour au lendemain sans indemnité. Donc super important, lisez toujours bien les contrats. Si jamais il y a des choses qui vous font tiquer, qui sont pas claires, demandez des clarifications. Si jamais vous voulez faire des changements, venez directement non seulement avec les points qui vous posent problème, mais aussi avec les points que vous aimeriez changer, avec une formulation. Maintenant c'est facile à faire en plus avec ChatGPT, donc venez avec des exemples de formulation de nouvelles clauses, comme ça facilite la discussion. Ils vont pas commencer à être en mode un peu paresseux, se dire ouais mais bon, flemme, on n'a pas envie de revoir et tout. Non, vous venez directement avec la solution et vous allez voir que c'est dans la grande majorité des cas, tous les contrats sont négociables en fait, et même avec les grosses structures. Prenez le temps de le faire parce que ça arrive rarement, mais quand ça arrive ça fait mal, et j'ai franchement déjà vu des dingueries. C'est le monde du business, les gens ils ont pas de pitié. Quand tu travailles avec une grande banque, avec un gros organisme, à un moment donné t'es qu'une ligne sur un fichier Excel qui reprend le budget. Donc si t'es de trop et qu'il faut te tège, ils vont pas commencer à se dire que peut-être tu as des enfants, que tu as un loyer à payer, que tu as ceci, que tu as cela, que tu n'as pas de backup et que franchement c'est pas juste de terminer ton contrat comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu fais aussi si il paye pas? Ça arrive souvent. Tu as le client, il paye pas, mais en même temps tu peux pas arrêter le contrat comme ça. Donc toi tu dois continuer à presser en te disant oh mais il m'a déjà pas payé les 2 mois derniers, peut-être que le mois que je suis en train de prester, il va pas me le payer non plus. Donc tu peux mettre ton préavis, mais c'est encore un mois que tu vas peut-être prester dans le vent. Donc tout ça, tu dois avoir des clauses pour te protéger de tout ça. Et si un jour vous êtes intéressé d'avoir une vidéo spécifique sur cette thématique-là. Moi, j'étais recruteur, je plaçais des indépendants, donc j'étais beaucoup l'intermédiaire entre des freelances et des sociétés finales, et donc je négociais les contrats. Ça faisait partie de mon job. Donc voilà, j'ai peut-être des choses intéressantes à vous partager. Voilà, typiquement un exemple d'abus d'un point de vue contractuel qui peut vraiment vous poser de gros problèmes dans le futur. Si jamais vous négociez ça pas bien, et ça arrive souvent, c'est qu'on lit ce genre de clause et on se dit ouais bon tant pis c'est pas trop grave, ils essaient de se protéger, il n'y a rien à faire. Vous êtes des malades ou quoi? Avec ce second client que j'ai eu, dans ces clauses il y avait une clause de non-compétition qui est assez classique, vous allez souvent avoir dans ce genre de contrat, qui dit en gros que je n'ai pas le droit de contacter, enfin de travailler avec les clients de mon client, et ça durant une période qui va durer jusqu'à 12 mois après la fin de mon contrat. Donc déjà il faut, là où c'est une dinguerie, c'est quoi un client? Il faut le définir. Ça veut dire que si jamais cette société-là, par exemple, on est en 2025, si elle a travaillé avec une société en 2018 ou en 2015, est-ce que c'est encore considéré un client avec lequel moi, j'aurais pas le droit de travailler sous prétexte qu'ils ont déjà fait du business avec eux il y a 5 ou 10 ans alors qu'ils n'ont plus de contact avec eux? En plus de ça, ici, dans le cas échéant, moi, je suis pas en compétition avec le service
que vendait ce client. Ce client, il vendait des services de cybersécurité. Moi, je vends des services de recrutement. Pourquoi est-ce que toi, tu vends des services de cybersécurité chez BNP? Si moi, je ne travaille plus avec toi et que je vais travailler pour un autre client et que ce client, c'est BNP, mais ils ont besoin de services de recrutement, en quoi on est en concurrence? En quoi on est en compétition? En quoi je te fais de l'ombre? En quoi je peux te causer du tort? Donc, pourquoi j'accepterais cette clause? Donc ça, c'est typiquement le type de clause, vous ne devez jamais accepter ça, ça va vous bloquer avec la terre entière. Ça devient extrêmement facile après pour le client en question de vous causer des problèmes et en fait de vous interdire de travailler avec tout le monde. C'est n'importe quoi. Et encore une fois, si jamais vous devenez indépendant, parce que ici c'est le cas de figure, vous n'êtes pas protégé par le droit du travail. Donc vous ne pouvez pas dire que la clause elle est excessive, qu'il manque ceci, qu'il manque cela. Là, on est dans du droit commercial. Tu mets ce que tu veux dans un contrat. Si jamais tu acceptes ça tel quel, et il y a beaucoup de gens qui font ça, bah, tu te mets des bâtons dans les roues pour la suite de ton business. Tu peux déjà te tuer d'entrée en fait, parce que tu vas partir et puis tu vas vouloir travailler avec X, Y, Z clients. Et à chaque fois, tu vas te dire « Ah ouais, mais je peux pas avec lui parce que c'est un client de mon ancien client. » Et finalement, tu travailles avec qui? Donc ça, c'est une première clause. Et pour moi, en tant que recruteur, il y a une deuxième clause, c'est la clause de non-sollicitation. Donc en gros, tu n'as pas le droit de contacter leurs employés. Et je comprends. Ok, une fois que tu es parti, tu n'as pas le droit de chasser leurs employés pour les placer chez un autre client une fois que tu ne travailles plus avec eux. Ok, je comprends l'idée. Maintenant, pour tous les recruteurs, je vous invite à être prudent par rapport à ça parce que sinon, très vite, au fur et à mesure que tu accumules des clients, il n'y a plus grands endroits où tu peux aller chasser. Donc généralement, moi, ce sur quoi je me mets d'accord, c'est que je suis d'accord parce que je comprends le principe, mais ce sera sur une durée limitée. Et en plus de ça, c'est interdit que moi, je les contacte proactivement. Mais si je mets une annonce, ils postulent et réagissent, ou si eux, ils me contactent, là, ça ne peut pas tomber sous le coup de cette clause parce que c'est injuste. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en recherche active. Si c'est eux qui me contactent, de toute façon, que ce soit via moi ou quelqu'un d'autre, ils vont partir. C'est pas moi qui suis venu les convaincre. Donc, c'est pas non plus de ma faute. C'est pas moi qui les ai encouragés ou qui les ai influencés. Donc, ce serait totalement injuste de ne pas me permettre de travailler avec eux. Et généralement, quand tu présentes des choses comme ça, ça passe. Donc, j'approche personne de chez vous. Proactivement, j'envoie des messages à personne, je propose du taf à personne de chez vous. Par contre, moi je suis recruteur, je suis indépendant, si jamais je poste une annonce, si jamais y a un de vos gars qui m'approche parce qu'il veut se barrer, là, j'accepte pas que ça tombe sous le coup de cette clause. Voilà, donc ça c'était deux exemples qui me sont passés parce qu'encore une fois, je vois la page de ce contrat et donc je vois les notes. Je me suis dit, ouais, ça c'est deux exemples que je peux leur donner, mais croyez-moi, il y a plein d'exemples qu'on peut prendre en considération, qui arrivent extrêmement souvent et les gens signent en fait sans lire, en espérant qu'il n'y a rien de grave. Et croyez-moi, il y a plein de trucs de grave.